L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Jean-Christophe Cando. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, je suis sincèrement, je ne devrais pas dire ça parce que ça voudrait dire que pour d'autres, non. Je suis vraiment ravi de t'accueillir ici pour parler d'une œuvre et pour parler de ton œuvre en général, d'ailleurs, si tu veux bien. L'excuse, c'est le disque, la Semaine Sainte à Mexico. Semaine Sainte à Mexico, il n'y a pas d'article avant. Que tu as produit, enregistré avec ton ensemble Vox Cantoris. À Mexico, j'imagine ? Non, pas du tout. Ici même à l'église Saint-Pierre à La Réole. Encore mieux. Voilà. Musique ancienne, festival, activité comme ça à La Réole depuis bientôt 20 ans. Ah oui, depuis presque 20 ans. Le temps passe. Le temps passe, oui. Tu es arrivé ici avec dans tes bagages donc, cette appétence pour la musique ancienne. Tu es toi-même chanteur professionnel ? Voilà, je suis chanteur professionnel. Je chante notamment avec l'ensemble Organum, qui est un des plus anciens ensembles de musique ancienne en France et dans le monde, et qui est installé à Moissac, pas loin de chez nous, 1h30. Voilà, ville d'art et d'histoire aussi. Encore une. Et ce parcours, déjà on va parler quand même de l'œuvre Semaine Sainte à Mexico, parce que sortir un disque aujourd'hui, est-ce de la folie ? Est-ce que c'est une très très bonne question. Oui, il y a une crise. On dit il y a une crise du disque, mais il y a toujours autant d'enregistrements. Il y a des maisons de disques qui commencent à renoncer à sortir des disques physiques et qui ne parlent plus que de digital. Eh bien, nous, avec la maison de disques Psalmous, qui est une maison de disques bordelaise qui est soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine, nous continuons à sortir des disques physiques, parce que dans le disque, vous avez le disque et vous avez un livret. Et dans ce livret, on vous raconte toute l'histoire. C'est pas simplement les paroles qui sont dans les 3 langues. Donc ici, vous avez le latin, donc c'est traduit en français et c'est traduit en espagnol, bien sûr, pour nos amis espagnols et puis mexicains, de toute l'Amérique latine. Mais aussi, on vous raconte toute l'histoire, l'origine. Pourquoi nous avons fait cela ? Pourquoi c'est important d'enregistrer cette musique ? Oui. Eh bien justement, alors pourquoi est-ce que vous avez fait cela ? Alors, en fait, avec l'ensemble Vox Cantoris, alors Vox Cantoris qui veut dire la voix du chantre. Il y a un peu plus de 25 ans maintenant que j'ai fondé cet ensemble. J'ai fondé cet ensemble pour répondre à la question de qu'est-ce que c'était que la voix du chantre. Alors qu'est-ce qu'un chantre ? C'est un chanteur professionnel à l'église. Dans l'église catholique. Mais il y a des chantres aussi, des chantres de synagogue, on les appelle les chantres, le razan, le muezzin, qui chante l'appel à la prière. Et en fait, c'était pour répondre, mais quelle est la spécificité de cette voix ? Quand vous visitez des grandes cathédrales, là par exemple j'étais à Madrid il y a quelques jours, je suis allé à Tolède, vous voyez ces grandes cathédrales, puis vous voyez au milieu de la cathédrale le chœur avec les stalles, et au milieu des stalles un grand lutrin, et les chantres se réunissaient autour de ce grand lutrin. Et quand vous êtes dans cet espace, mais il n'y a pas de micro, bien sûr, eh bien ils remplissaient la cathédrale de leur voix. Chose incroyable. Bon, et souvent, quand j'écoutais des disques magnifiquement chantés par des ensembles anglais et autres, je trouvais que leur voix convenait bien pour de la musique de chambre, comme s'ils chantaient dans un petit espace. Mais je n'entendais pas la voix du chantre. Celle qui se répand comme ça dans l'espace, donc une voix qui doit résonner. être forte, qui profère une parole. Proférer, ça veut dire mettre en avant. Lancer en avant la parole, voilà, une parole sacrée qui est mise en musique. Donc, et puis toute la question du sens de cette musique
qui est chantée dans les sanctuaires. Voilà. Donc, en fait, c'est pour répondre à toutes ces questions-là. Et là, donc, on vient de sortir Semaine Sainte à Mexico, c'est-à-dire des musiques qui viennent du fond des archives de la cathédrale de Mexico, puisque... D'accord. Je savais bien qu'il y avait un rapport avec Mexico. Bien sûr, puisque depuis une dizaine d'années, je vais au Mexique pour donner des stages, des masterclass, des concerts. Et je me suis intéressé au patrimoine musical mexicain parce que je me suis aperçu que les Mexicains connaissent certaines choses, mais ils ont un trésor musical qui n'est pas mis en valeur, que l'on ne connaît pas. Pardon, mais c'est étonnant parce que c'est un peu, ça rappelle un peu ce qu'on vit parfois dans notre propre quotidien. Tu parles de l'aréole, quand on déambule dans l'aréole, parfois on ne voit que la ville qu'on habite et on oublie de la regarder avec les yeux de celui qui la découvre et de voir le trésor en fait qui nous accueille. Et c'est un peu partout la même chose et c'est chouette de pouvoir avoir ce regard qui vient révéler quelque chose. Merci pour cette question. Vous savez, musique ancienne en anglais se traduit non pas par ancienne musique, mais par early music. Ce qui veut dire, en fait, aller à la source. Oui. Eh bien, en fait, c'est ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire. Nous allons à la source pour essayer de comprendre comment ces musiques, au XVIIe siècle, au XVIe, au XVe, au XIVe, qu'importe, comment elle habitait en fait la vie des hommes. Imaginez une époque où il n'y a pas de radio, il n'y a pas de REM, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de médias. La seule chose, qu'est-ce que l'on fait ? Qu'est-ce que l'on fait de nos journées après le travail ? Quand on arrive chez soi, eh bien, on chante, on a la musique, on a la poésie, on a la littérature. On a que ça pour occuper le temps. Et un temps qui se déroule bien plus posément, lentement que le temps que nous vivons, nous, aujourd'hui, où on court partout. Donc cette musique nous rappelle ce temps naturel. Vous voyez ? Donc c'est pas simplement de déterrer des choses, c'était mieux avant. Non. Mais en fait, on se rend compte que les préoccupations de Hildegard von Bingen il y a 800 ans, eh bien, ce sont les mêmes préoccupations que nous avons aujourd'hui sur l'écologie intégrale, sur la médecine, sur... cette femme, il y a 800 ans, alors je parle d'elle, mais je pourrais parler d'autre chose, eh bien, par exemple, cette femme avait ces mêmes institutions. Et alors, on s'interroge, mais comment se fait-il que cette œuvre qui a été créée il y a 3, 4, 5, 600 ans ait été enfouie et tout d'un coup, dans notre monde moderne, dans notre monde où on pense qu'on sait tout, qu'on a tout, que la technique, la technologie répond à tout, eh bien, l'homme se pose des questions sur lui-même. Et pose des questions sur sa santé, sur ce qu'il mange. Ah, mais oui, attention à ce qu'on mange, parce que ça peut transformer des choses en moi, ça peut m'amener des maladies. Ah, donc il faut que je fasse attention. Donc voilà, il y a tout ça. Qu'est-ce que j'écoute ? La musique. Mais en fin de compte, aujourd'hui, la musique, c'est ce que l'on achète beaucoup. C'est très commercial, mais à ces époques-là, ce n'était pas commercial. Ça habitait le temps de l'homme. Il y a des chants, il y a des musiques pour les agriculteurs, pour les vignerons, pour quand on se met à table, des musiques pour la table, et puis des musiques pour célébrer le divin. Voilà. Alors moi, je me suis concentré sur ces musiques qui nous parlent du divin, du monde invisible. Jean-Christophe, on va faire une pause, on va se retrouver dans la deuxième partie de l'interview pour continuer à parler de ça, parce que là, j'avoue que quel narrateur. J'étais déjà en train de t'imaginer dans cette cathédrale de Mexico, redécouvrant quelques œuvres et presque entendre un monde renaître avec cette sensibilité, avec cette vie autour du parchemin presque. Et j'aimerais qu'on parle de ce que tu as découvert, parce que cette musique ancienne qui résonne avec l'Europe, en fait, puisque c'est un prolongement à Mexico de la sensibilité européenne qui s'installe en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'elle apporte ? De quoi elle témoigne ? C'est quoi ce trésor et qu'est-ce qu'il vient nous raconter ? On en parlera dans la deuxième partie. L'interview matinale, toujours avec Jean-Christophe Candeau. Je sens que je vais être frustré à la fin de cette interview et que 20 minutes vont me paraître bien trop courtes
pour évoquer tout ce que j'aurais envie qu'on évoque à propos d'une seule œuvre que tu viens de nous présenter aujourd'hui, Semaine Sainte à Mexico. On en parlait, tu travailles régulièrement à Mexico. Toi, tu aujourd'hui proposes avec l'ensemble Vox Cantoris une interprétation de ces œuvres exhumées, là-bas loin, à la fois si loin dans la temporalité et pourtant si proche dans la sensibilité, avec quand même des nuances, j'imagine, avec des choses qui parlent d'un nouveau monde qui est en train d'éclore de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, oui. Alors au Mexique, quand on parle de la musique baroque des pays d'Amérique latine, on parle d'une musique métissée qui c'est la rencontre de la musique européenne avec la musique indienne. Et on a des musiques très spécifiques dans la musique baroque, par exemple, des 17e, 18e siècle, où on sent bien une empreinte de la musique indienne. Et alors, on me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du sanctuaire ? Parce que là, on est à la périphérie. Vous savez, la cathédrale de Mexico, c'est l'une des plus grandes cathédrales de toutes les Amériques. C'est immense. La plupart des décorations de ces temples baroques ont été faits par les Indiens parce que ils avaient ils étaient très agiles de leurs mains, et vous visitez des lieux mais sublimes. Et dans nos vidéos, nous vous montrons, parce que j'aime énormément, je me dis, quand je vois quelque chose de beau, je dis, il faut que tout le monde voit ça. Et des fois, je suis dans une bibliothèque et on ouvre un livre et je vois des choses extraordinaires, même des choses qu'on ne voit pas chez nous en Europe. Tu parles de vidéos, tiens, pendant que les auditeurs on parle de ça, où est-ce qu'on peut les voir ces vidéos ? Bien sur le site de Vox Cantoris, et notamment un documentaire sur la cathédrale de Mexico où on nous voit rentrer dans les archives, où l'archiviste sort un livre, on l'ouvre le livre et les premières. Je suis avec Ileana Ortiz qui habite La Réole, qui est mexicaine. Et qui chante avec moi, et nous sommes on ouvre le livre et on commence à chanter une musique qui n'a pas été entendue depuis 300-400 ans, vous imaginez. Wow. Et on commence à la chanter, on se dit ouh là 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 là, que c'est beau. On va travailler cette musique, voilà. Et donc on part avec des photos, on rentre en France à La Réole, et là on va commencer un long travail de transcription en notation moderne pour avoir une idée. Et puis comme j'ai pris pas mal de photos du chœur de la cathédrale, là où chantait, là où cette musique a sonné, l'idée avec Vox Cantoris, c'est de se remettre dans les mêmes conditions quasi physiques où ces musiques comment on chantait ces musiques. Donc il n'est pas question de se mettre en demi-cercle avec un chef qui dirige, voilà, comme on voit un peu partout. Donc on va fabriquer un fac-similé de ces livres que l'on a vus pour que le public voit. En fait, je les transporte à la cathédrale de Mexico, à l'église Saint-Pierre. Et toutes les productions de Vox Cantoris sont enregistrées à l'église Saint-Pierre. Ça, c'est important pour nous parce qu'on est ancré sur un territoire, et puis on a un instrument, le plus bel instrument de musique qui existe, c'est l'acoustique de l'église Saint-Pierre. Et ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, on prend rendez-vous et puis on fait cette expérience. Le festival est là pour ça, le Festival des Rigeurs de La Réole est là pour ça, pour découvrir cette magnifique acoustique. Et donc, ces musiques de Mexico, eh bien, on les a enregistrées à La Réole, à l'église Saint-Pierre, et c'est ce disque donc, qui vient de sortir, voilà, qui présente... C'est à nouveau un métissage qui se fait dans l'autre sens. Dans l'autre sens.
Oui, et on en parle. Les parents d'Ileana qui sont venus à Noël, on leur a donné le disque. Et là, aujourd'hui, au Mexique, ils donnent à tous. Et donc, on reçoit des messages. Oh, c'est fantastique, vous voyez. En fait, le monde est petit. Ouais. Alors, j'ai pas besoin d'être astronaute parce que quand on est astronaute et qu'on monte et qu'on voit la Terre, oh là là, c'est tout petit. Eh bien, oui, le monde est petit. Et ce qui un de mes joies personnelles, c'est, je sais que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de voyager. Ils n'ont pas les moyens de voyager. Ça coûte cher. Et je me dis, mais tellement de gens ne peuvent pas voir ce que je vois. Eh bien, je suis à l'Aréole et je leur apporte toutes ces images et ce son, surtout le son. Et qui les mettent en connexion directe avec la cathédrale de Mexico. On en parlait du son. Oui. C'est très important. Alors, ça peut paraître être la palissade. Le son, c'est important pour un chanteur. On en parlait. Le son, c'est une manière de communiquer, certes, d'exprimer aussi, mais de toucher physiquement l'autre. Quand je fais vibrer l'air avec ma voix, je viens faire vibrer le corps de la personne qui accueille. Oui. Et physique, oui. c'est quelque chose de physique qu'on ne remarque même plus, j'ai l'impression. Et pourtant, c'est tellement... C'est un contact, en fait. Oui. Et alors donc, on a une responsabilité aussi. Le son peut être agressif. Hein. C'est ça, et on a cette responsabilité de dire... à la violence, il peut vous pousser à l'extase. Et alors, quand on lit les auteurs anciens sur les effets de la musique, parce que tous les philosophes se sont posé la question sur les effets de la musique, augmente l'amour dans les cœurs, même guérit les malades. Et il y a des thérapeutes qui utilisent la musique pour cela, notamment pour tout ce qui est... vous voyez, quand on dit que quelqu'un chante faux, quand quelqu'un chante faux, c'est entendre qu'il n'entend pas les fréquences. Il ne peut pas. Il entend un son, mais il n'entend pas la bonne fréquence. Donc il ne peut pas redonner le même son. Puisque lui a un... Voilà. Et donc il faut faire un travail sur l'oreille pour qu'il puisse chanter à la même fréquence. Hein, oui, vous chantez ta et lui il fait ta ta ta. Bon. Donc, il n'entend pas la fréquence. Donc, il va falloir... c'est le professeur Tomatis, notamment, qui a révélé cela. Et il a remusclé, si vous voulez, l'oreille avec la musique de Mozart et le chant grégorien, qui sont des musiques qui sont naturelles et qui font qu'elles sont très riches justement pour remuscler l'audition. J'ai envie de savoir, pour revenir sur cette Semaine Sainte à Mexico, oui. D'ailleurs on expliquera comment se le procurer ensuite, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la deuxième partie, je le sentais, que 20 minutes ça allait être trop juste. J'ai oublié du coup. Si, voilà. Cette Semaine Sainte à Mexico, tu parles d'exhumer. Oui. J'avais cette image un peu de l'archéologue qui vient chercher comme ça et qui trouve un trésor et parfois l'inattendu. Oui. Tu sais, ce moment où tu fais une découverte profondément nouvelle, inattendue. Est-ce que à un moment tu ressens ça, d'être touché par quelque chose de très ancien et pourtant tout neuf dans ta vie, Est-ce que tu sens que ça mobilise un truc de cet ordre-là ou je m'égare un peu ? Non. Oui, il y a des fois, on se dit, mais comment cette musique n'a pas perduré ? Des fois, on découvre des chefs-d'œuvre. Et puis, il y a aussi l'intention du compositeur qui nous bouleverse. L'intention du compositeur qui sont restés... vous voyez, parmi ces compositeurs, il y a un Indien, Juan de Lienas, qui a composé pour un couvent de femmes.
Et on chante dans ce disque une lamentation qui n'est chantée que par des femmes. Et il y a une bassoniste qui joue la basse de la polyphonie, hein, qui est aussi une femme. Et on savait, voilà. Et derrière cette musique, on s'est interrogé, mais ah bon, mais il y avait autant de musique polyphonique dans un couvent de femmes, et comment faisait-elle? Et pourquoi chantait-elle ces œuvres quand même qui sont pas faciles? Et on a su par exemple que des musiciennes qui arrivaient à la porte du couvent et qui demandaient à rentrer dans le couvent, eh bien parce qu'elles étaient musiciennes, parce qu'elles avaient une belle voix, parce qu'elles savaient jouer de la harpe, parce qu'elles savaient jouer du basson, elles pouvaient entrer dans le couvent sans payer de dot. D'accord. Sans payer de dot, parce que c'était pour le couvent une richesse. Elle apportait avec elle une richesse. Je propose qu'on conclue là-dessus. C'est une belle manière de conclure. Et d'ailleurs, peut-être on peut écouter un extrait de l'œuvre dont tu viens de parler. Oui. Et rappeler juste avant que pour se procurer donc, cette Semaine Sainte à Mexico, ce disque physique, il suffit quoi d'aller... Alors, par le biais du site de Vox Cantoris, hein, par le biais de Psalmus aussi, et sur toutes les plateformes, bien sûr, digitales, Spotify, Deezer, Qobuz. Alors, sur Qobuz et comme sur Psalmus, vous pouvez les télécharger en haute définition pour ceux qui aiment la haute définition, le son, le même son qu'il y avait pour l'enregistrement, hein, en haute définition. Voilà. Jean-Christophe, merci beaucoup. Merci à vous.